Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée en ce vendredi 24 janvier. Voici les titres de cette édition. Nous connaissons désormais le classement du top 5 de cette 10e édition du Vendée Globe. Après Charlie Dalin, Johan Richomme et Sébastien Simon la semaine dernière, Jérémy Bayou puis Paul Meillat ont eux aussi bouclé leur tour du monde à la voile. Retour dans ce journal sur leur arrivée de ce matin. Eux aussi sont rentrés en Vendée récemment. 2 sapeurs-pompiers du département avaient été envoyés en renfort à Mayotte après le passage du cyclone Chido en décembre dernier. Ils nous racontent leurs 4 semaines passées sur place. Enfin, nous prendrons la route d'Aubigny-les-Clouseaux, près de La Roche-sur-Yon, où se tient actuellement une exposition consacrée à l'intimité des femmes. Son objectif, rendre certains sujets de discussion entre les hommes et les femmes moins tabous. Et on commence donc ce journal avec ces images des arrivées ce matin de Jérémy Bayou et Paul Meillat dans le chenal des Sables d'Olonne. Les skippers des teams Charal et Biotherme se classent donc respectivement 4e et 5e de cette 10e édition du Vendée Globe. Une arrivée plus de 10 jours après le vainqueur Charlie Dalin que vous fait revivre Mathis Pires. De remonter du chenal en moins d'1 heure, les spectateurs étaient ravis. D'abord Jérémy Bayou, arrivé cette nuit peu avant 2 heures. Il aura attendu toute la nuit dans des conditions musclées. 2 à 3 mètres de creux et 30 nœuds de rafale de vent. Encore ce matin, la mer était bien agitée. 11h40, conditions météorologiques compliquées obligent. Paul Meillat arrive à son tour au Sables d'Olonne, mais il a dû passer par la porte tempête spécialement mise en place. À midi, début de leur remontée du chenal. D'abord, Jérémy Bayou. Puis 25 minutes plus tard, Paul Meillat emboîte le pas. C'est sympa, c'est le sprint. C'est un peu le symbole de la compétition de cette année. C'est que les skippers étaient tous très près les uns des autres et ça fait une belle compétition, ça fait un beau moment en plus. Voir des skippers après autant de jours de mer qui rentrent et qui ont l'air en plus assez frais. Voilà, c'est toujours particulier, quoi. Une fois arrivé à terre, le skipper de Charal, 5e participation, profite. Mais cette 4e place a une saveur un peu particulière. Un peu de temps à accepter que ça serait qu'une 4e place. Et puis au bout du compte, je suis fier de cette 4e place. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui ressurgissait hier soir au moment d'arriver. Après, l'arrivée a été l'image de tout le reste de la course, quoi. C'est que même l'arrivée n'était pas simple, quoi. Côté Biotherme, Paul Meillat, malheureux en 2016, est largement satisfait de sa 5e place au terme de 74 jours et 22 heures de course. C'est sûr 5e avec le projet. Moi, ce que je trouve génial, c'est que ce projet, on l'a monté depuis le début, on a construit le bateau et que finalement, toute la philosophie qu'on a appliquée pendant ces 4 ans, on n'a jamais dérogé et puis ça a fonctionné. Donc c'est génial. Génial. Je suis super fier de finir. Et 5e, c'est exceptionnel. Ce vendredi, le bal des arrivées n'est pas encore terminé. Nicolas Lunven, sur Allsim PRB, est attendu ce vendredi soir, vers 22h. Vous l'avez donc entendu, les arrivées de la suite de la flotte se précisent. Les prochains sur la liste devraient donc être Nicolas Lunven et Thomas Ruyant dans la nuit de vendredi à samedi. Viendront ensuite Sam Goodchild, Clarisse Kremer et Benjamin Dutreux dans le week-end. Vous retrouverez bien évidemment toutes ces informations dans le journal du Vendée Globe concocté par Aurélien Huard. Rendez-vous juste après cette édition. Ils font partie des nombreux sapeurs-pompiers de la métropole à s'être rendus sur l'île de Mayotte suite au passage dévastateur du cyclone Chido le 14 décembre dernier. Le lieutenant Olivier Dosque et le caporal-chef Jason Sicco ont ainsi passé près de 4 semaines en mission sur le terrain. Une riche expérience humaine parce qu'il y a la vie d'un groupe qui se met en place avec des personnes qu'on ne connaît pas. Donc ça c'est très très riche. Et professionnellement, j'ai appris de mes collègues, de mes supérieurs et des gars que j'avais sous mon commandement. Donc voilà, professionnellement c'était très très riche. Ouais. Nous on est arrivé 3 semaines après le cyclone, un peu plus de 3 semaines environ. Et l'île elle redémarrait en fait. Voilà. Les habitats étaient en cours de reconstruction, les gens étaient actifs, donc voilà. Et au fur et à mesure des 3 semaines, voilà, on a vu les entreprises se remettre en route, donc tout était en train de se redéclencher, notamment la dernière semaine. L'idée c'était de nettoyer les établissements scolaires et de pouvoir les rendre habitables pour les élèves.
le plus tôt possible. Donc voilà, on faisait du déblaiement, on enlevait tout ce qui risquait de tomber, d'autres équipes faisaient le bâchage. Et pour rappel, ce départ pour Mariotte est avant tout un choix personnel de la part des 2 soldats du feu vendéens. Pour le caporal-chef Jason Sicko, pompier volontaire, il a même fallu poser 3 semaines de congé pour faire le déplacement. Ce qui a motivé à partir à Mayotte, c'est moi j'avais déjà été il y a 1 an déjà pour la distribution d'eau. Et quand j'ai vu que le cyclone qui est passé le 14 décembre, ça m'a un peu, vu que j'étais habitué, j'avais déjà été il y a 1 an de ça, j'ai dit pourquoi pas y retourner, là ils auront vraiment besoin d'aide en fait. Du coup c'est ça qui m'a fait un peu le déclic. Voilà. Donc, je savais un peu déjà comment c'était déjà de base là-bas. Comme on dit au début, on a fait un peu de maraude, voir aux personnes, voir s'ils avaient des bobos, tout ça, des changements de pansement à faire, sachant que là-bas avec l'humidité et la chaleur, ça s'infectait assez rapidement en fait. Donc ça peut aller jusqu'à l'amputation, donc c'était un peu inquiétant. Après ça m'a donné envie, ça m'a donné envie pour partir en mission, surtout pour les aider. Comme on a pu voir pour le cyclone, c'est pas quelque chose de marrant, évidemment. Le retour ici s'est bien passé. Après c'est un petit le temps d'acclimatation, de revenir comme avant en fait. Parce que là-bas, il y a comme la chaleur. Là, on revient ici, il fait froid, on va dire. Enfin, encore ça va, mais il y a pire. Mais le temps de se réacclimater tranquillement. Et puis le petit changement d'horaire de 2 heures. Mais après, ça le fait, c'est pas non plus énorme. Les 21, 22 et 23 février prochains, le spectacle musical Lorenzachio sera joué à la Clé des Champs à Saint-Laurent-sur-Sèvre lors de 3 représentations. Une comédie musicale réalisée d'après l'œuvre d'Alfred de Musset, un drame romantique qui explore les thèmes de l'amour, de la trahison et du pouvoir. Une nouvelle création du metteur en scène et compositeur Jacques Revelot du Parc que l'on écoute. Il y a une 30aine d'artistes en scène, c'est déjà un bon nombre. Ensuite, j'ai eu la chance encore là d'avoir des costumes magnifiques qui viennent de l'Opéra Royal de Wallonie, des costumes fabriqués à la main de l'époque des Médicis. L'action se passe au début du XVIe siècle. Et donc, le côté déjà chatoyant, le côté visuel, si vous voulez, de ce spectacle est important. Donc mon rôle maintenant que je suis rendu à un âge plus avancé, c'est aussi de dénicher des jeunes talents et puis de leur donner la possibilité de travailler dans des spectacles professionnels. Et aujourd'hui, bien modestement, là où je suis, j'essaie de transmettre ça et puis de donner la chance à des jeunes talents. Et il y en a beaucoup en Vendée. Place désormais à une idée de sortie en cette fin de semaine qui s'annonce pluvieuse dans le département. Un rendez-vous à la maison des associations d'Aubigny-les-Clouseaux où est présentée actuellement l'exposition L'éloge de l'imparfaite, une exposition ouverte jusqu'à ce dimanche qui abrite une 60aine d'œuvres évoquant l'intimité des femmes et dont l'objectif est de libérer la parole. Grégoire de Châtillon s'est rendu sur place. Ici, pas de tabou, l'intimité féminine s'exprime, l'exposition L'éloge de l'imparfaite est un clin d'œil, mais aussi une possibilité d'échange sur des moments de vie qui comptent dans la vie d'une femme. Je voulais montrer que la vie d'une femme, c'est sous le signe du rouge pendant presque 30 ou 40 ans de sa vie. C'est-à-dire que tous les mois, elle a des menstruations. Et ça veut dire qu'avant, elle n'est pas toujours très en forme. Pendant, c'est assez douloureux, il faut faire attention à soi. Et donc, ça nous conditionne quelque part. Pour notre comportement, on dit toujours que les femmes ne se plaignent pas, ne se mettent pas en avant, elles sont habituées à être un peu en retrait naturellement pour ne pas montrer leurs problèmes. Nous, on a eu une petite jeune dimanche dernier qui nous a dit que maintenant, ils en parlaient beaucoup, mais on a compris quand même que c'était surtout entre filles et qu'on ne communiquait pas encore avec les garçons. Je veux dire, ça reste encore un sujet qui concerne les femmes, d'accord, mais qui peut expliquer quelquefois aux hommes et aux garçons qu'on n'est pas toujours en forme, que ça a un effet sur nous, simplement. Après les règles, pas de psychose, place à la ménopause. Moi, j'ai voulu donner un aspect positif quand même de la ménopause. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a passé tous ces petits problèmes, on est quand même aussi libéré. Et on se sent une femme qui n'a plus tous les mois ces règles qui viennent nous embêter. Et donc, on peut vivre beaucoup plus l'esprit libre. Et on a pu croire que les femmes, après 50 ans, n'avaient plus de sexualité, n'avaient plus de désir, alors qu'en fait, c'est complètement faux. Ça continue. La sexualité continue, la libido, et donc on peut, en profiter et s'épanouir pleinement. On ne pourra pas dire que les garçons ne sont pas au courant, qu'ils puissent eux aussi prendre conscience de votre nature féminine dans toutes les étapes de votre vie.
Et prenons enfin le chemin de Longeville-sur-Mer où se tient en ce moment la toute première édition des Nuits de la Lecture du côté de la Salle du Bourg. Un événement organisé par l'association Longeville des Arts et des Mots qui a souhaité pour cette toute première édition mettre en avant le thème des patrimoines. Notre événement, c'est 3 jours des Nuits de la Lecture à Longeville-sur-Mer, 19 événements, il y en a 50 en Vendée, des auteurs de renom qui viendront, des ateliers d'écriture, des lectures, conférences, tables rondes sur le thème des patrimoines. Patrimoine gastronomique, patrimoine littéraire, patrimoine architectural. Et on a travaillé pour les Longevillais et avec l'école, avec l'EHPAD. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges et un film magnifique sur le patrimoine longevillais, historique et environnemental. C'est une première édition. On a prévu un programme ambitieux. Le président de la communauté de communes, Maxence de Rugy, nous l'a dit. Et on a tenu nos promesses et on a beaucoup d'intervenants, très belles choses. On est très contents et que la fête commence et qu'elle continue l'année prochaine. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous avez donc rendez-vous juste après cette édition avec le journal du Vendée Globe présenté par Aurélien Huard. Ne loupez pas ce week-end l'arrivée du second Vendéen, Benjamin Dutreux, à Port-Rolona. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et un très bon week-end sur TV Vendée.